Boum! Un rocher enflammé de la taille d'un gratte-ciel a déchiré l'atmosphère terrestre. Il s'est écrasé au sol avec une force inimaginable et a propagé des ondes de choc à travers les continents. Lorsque le chaos s'est enfin dissipé, quelque chose d'étrange miroitait sur le sol, des éclats de verre dispersés dans le sud de l'Australie. Mais ces fragments n'étaient pas de banals débris de lustre. Il s'agissait de tectites, un terme savant pour désigner d'étranges objets vitreux, semblables à des galets, issus des retombées d'un impact de météorites. Les scientifiques en avaient déjà observé auparavant. Le dernier ensemble découvert provenait d'une chute de météorites survenue il y a environ 780 000 ans, ce qui est déjà vertigineux. Mais cette nouvelle trouvaille, encore plus stupéfiante, ces minuscules morceaux de verre semblent dater d'environ 11 millions d'années. Et voici le rebondissement. Leur composition chimique ne correspondait à aucun site d'impact connu. Ils étaient totalement différents, comme l'empreinte d'un inconnu. Cela signifie qu'ils proviennent d'une collision d'astéroïdes entièrement distincte, si gigantesque qu'elle a projeté des débris à travers tout le continent. Bien entendu, les chercheurs ont voulu localiser l'énorme cratère à l'origine de tout cela. Mais la tâche s'est révélée bien plus complexe, car ils ont rapidement compris que l'astéroïde n'avait peut-être pas frappé l'Australie elle-même. Il aurait pu s'écraser dans un lieu inconnu, peut-être sous les denses forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, ou sous les montagnes escarpées de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au fil de millions d'années, la surface de la Terre s'est déplacée, érodée et métamorphosée, au point de pouvoir recouvrir entièrement le cratère. Oui, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tout ce qui subsiste aujourd'hui, ce sont ces mystérieux indices vitreux. Et vraiment, ces tectites sont fascinantes. Certaines ressemblent à de minuscules gouttes figées en plein vol, d'autres sont étirées et effilées. Leur surface noire et luisante accroche la lumière du soleil d'une façon qui les rend presque vivantes. Mais ces petits joyaux ne sont pas seulement esthétiques. À l'intérieur, on trouve des traces de silicium, d'aluminium et de fer. C'est la preuve d'une chaleur inimaginable, celle qui fait fondre la roche solide. Des débris en fusion projetés dans l'air, se refroidissant en verre avant même de toucher le sol, ce genre de chaleur. Voilà à quel point l'impact était puissant. L'explosion a dû être colossale et a dispersé des fragments scintillants sur des centaines de kilomètres, comme une version cosmique de nos confettis. Des découvertes comme celle-ci nous rappellent que la Terre a subi plus d'impacts d'astéroïdes massifs qu'on ne le pensait autrefois. En étudiant la composition de ces tectites, on peut déterminer la taille de l'astéroïde, la façon dont il a frappé et l'ampleur du chaos qu'il a provoqué à l'époque. Il est saisissant de penser que les terres calmes et baignées de soleil du sud de l'Australie, aujourd'hui peuplées de kangourous et de poussière rouge, furent jadis l'épicentre d'un impact cosmique. Si vous attendiez un rebondissement où le mystère serait enfin élucidé, je suis désolé de vous décevoir, mais même avec nos satellites sophistiqués et toute notre technologie, les chercheurs n'ont toujours pas retrouvé le cratère. C'est comme si l'astéroïde avait frappé, laissé derrière lui ses miettes brillantes, puis disparu sans laisser de traces. Le sud de l'Australie conserve désormais ces éclats de verre comme un journal intime vieux de plusieurs millions d'années, attendant que les humains en reconstituent le récit. En attendant, visitons quelques cratères d'impact que les scientifiques ont déjà identifiés. Au cœur de l'Australie occidentale, dans l'ancienne région du Pilbara, des géologues ont mis au jour ce qui pourrait être le plus ancien cratère d'impact terrestre. Il daterait d'environ 2,7 milliards d'années. Et oui, des milliers de millions. Lors de sa formation, ce cratère colossal s'étendait sur près de 100 km de large. Bien sûr, après avoir traversé quelques milliards d'années, le temps et les intempéries ont fait leur œuvre. Le cratère autrefois net s'est érodé et déformé jusqu'à ressembler davantage à un dôme qu'à une cuvette. Ce qu'il en reste aujourd'hui s'appelle le North Pole Dome, et l'on peut encore distinguer environ 30 km de son centre surélevé. Pour remettre les choses en perspective, notre planète a environ 4,5 milliards d'années, mais l'essentiel de ce que nous savons des impacts de météorites provient de roches beaucoup plus récentes. En effet, au fil des milliards d'années, l'érosion, le volcanisme et la tectonique des plaques ont recyclé et remodelé la majeure partie de la surface primitive de la Terre. Ainsi, trouver un fragment de croûte aussi ancien portant encore des cicatrices d'impact revient à exhumer un fossile issu de l'aube des temps. Entre 4 et 2,5 milliards d'années, la Terre était totalement différente. Elle était presque entièrement recouverte d'eau, avec peut-être quelques rares terres émergées.
Les volcans entraient en éruption sans relâche, des substances chimiques tourbillonnaient dans les océans, et les continents commençaient tout juste à se former. La plupart de cette croûte primitive a depuis été détruite ou enfouie, ce qui rend des vestiges comme ce cratère extraordinairement rares. Puis, il y a environ 2 milliards d'années, la Terre a traversé une spectaculaire phase de terre boule de neige, durant laquelle la glace s'étendait du pôle Nord au pôle Sud. Mais avant cet épisode glaciaire, quelque chose de dramatique s'était déjà produit dans l'actuelle Australie occidentale. Une météorite s'y était écrasée. Cette hypothèse s'accorde avec une autre théorie, selon laquelle, il y a des milliards d'années, des roches spatiales bombardèrent la Lune, et, la Terre étant toute proche, elle a probablement subi autant d'impacts. Nous avons simplement perdu l'essentiel des indices, car notre planète se transforme constamment. Ainsi, une équipe de chercheurs s'est rendue au North Pole Dome pour voir ce qu'elle pourrait y trouver. Et, après à peine 1 heure, ils ont fait une découverte majeure. Ils ont mis au jour ce qu'on appelle des cônes de choc, de fragiles motifs coniques qui ne se forment que sous la pression inimaginable d'un impact de météorite. Il est littéralement impossible de les imiter. Grâce à ces cônes de choc, les chercheurs ont daté l'impact d'environ 3,47 milliards d'années. Ils pensent aussi que ce cratère devait avoir à peu près la même taille que celui de Chicxulub, au Mexique, le célèbre responsable de l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Voilà à quel point cet ancien impact fut colossal. Mais ce n'est pas tout. L'équipe a également découvert de minuscules gouttelettes de roches en fusion, des sphérules, qui ont été projetées dans le ciel lorsque la météorite a frappé, ont refroidi en plein vol, puis sont retombées sur Terre. Certaines ont même atterri aussi loin qu'en Afrique du Sud. Les scientifiques étudient encore ce cratère. Laissons-les donc poursuivre leurs travaux et passons à notre prochaine destination, la mer du Nord, ou plus précisément, sous sa surface. Une mystérieuse dépression s'y dissimule sous des couches de roches depuis des millions d'années, à environ 130 km au large des côtes du Yorkshire. Le cratère mesure presque 3 km de large. Les chercheurs l'ont découvert en 2002, l'ont baptisé cratère de Silver Pit, et depuis, il est devenu l'équivalent géologique d'une véritable énigme policière. A-t-il été causé par un astéroïde s'écrasant sur Terre, ou par quelque chose de plus prosaïque, comme des couches de sel en mouvement, ou un ancien volcan qui aurait simplement éternué? Pendant 20 ans, les experts en ont débattu. Mais aujourd'hui, après 2 décennies d'aller-retour, ils ont enfin tranché. Et l'hypothèse de l'astéroïde l'emporte. Il s'avère donc qu'une chose venue de l'espace a creusé Silver Pit il y a plus de 40 millions d'années. Une équipe de chercheurs a eu recours à une imagerie sismique 3D ultra détaillée, l'IRM de la Terre en quelque sorte, et a également récupéré d'anciens déblais de forage provenant d'un puits de pétrole des années 1980. En rassemblant toutes ces données, ils ont reconnu la forme typique d'un cratère d'impact. On y voit un centre surélevé, un anneau de roche fracturé, et même de petits cratères laissés par les débris retombés après le choc. Les fissures dans les roches étaient étirées d'un côté et comprimées de l'autre. C'était la preuve que l'astéroïde était arrivé en biais, et non à la verticale. De minuscules grains de quartz, issus des échantillons de forage, ont définitivement tranché la question. Au microscope, ils montraient d'étranges cicatrices entrecroisées qui ne se forment que sous une pression démente. Je n'envie personne qui se fasse percuter par un objet filant à 14 km à la seconde. Et c'est exactement ce qui est arrivé à notre planète. Les scientifiques pensent que l'impact s'est produit entre 43 et 46 millions d'années auparavant. À l'époque, le monde était plus chaud et les océans foisonnèrent de vie. On peut donc imaginer le chaos que cela a dû provoquer, même si, heureusement, aucun dinosaure n'était là pour en pâtir. Ils avaient disparu depuis déjà 20 millions d'années. Voici l'Australie, et ici, un peu au sud, se trouve sa partie insulaire, la Tasmanie. C'est une île immense, dotée d'une nature belle et riche, d'une météo agréable et d'une cuisine délicieuse. Mais pour une raison ou pour une autre, il se trouve que très peu de gens y vivent. Quelque chose fait que les gens quittent cet endroit. Quelque chose empêche les gens de venir s'y installer. Et ce quelque chose est, découvrons-le. Donc, la population de la Tasmanie dépasse à peine le demi-million de personnes. Ce n'est pas beaucoup. En fait, la Tasmanie est l'État le moins peuplé d'Australie. Mais c'est la 26e plus grande île du monde. Sa superficie est à peu près égale à celle de l'Irlande ou de la Suisse.
Dans d'autres États, la superficie est beaucoup plus petite et il y a beaucoup de monde. Par exemple, plus de 8 millions d'habitants vivent en Nouvelle-Galles du Sud, plus de 7 millions dans le Victoria et plus de 5 millions dans le Queensland. De plus, l'Australie continentale est beaucoup plus susceptible de souffrir d'incendies et d'un soleil de plomb. La Tasmanie a un climat assez frais et une nature incroyable. Alors pourquoi? Pourquoi si peu de gens vivent-ils ici? Visitons la partie sud-est de la Tasmanie où se trouve la péninsule de Tasman. Si vous regardez sur la carte, vous verrez qu'il y a la mer de Tasman et puis l'immensité de l'océan Pacifique. On dirait donc que Port Arthur, que nous allons visiter, se trouve au bout du monde. Autrefois, il y avait ici la prison officielle de Tasmanie, ouverte en 1830. Les prisonniers y purgeaient leur peine et travaillaient dans un poste d'exploitation forestière. C'était un travail pénible, et nombreux sont ceux qui y laissaient leur peau. Imaginez ce qui se passait à l'intérieur des murs de cette prison, et le nombre de ceux qui y sont restés pour toujours est effrayant. Mais réfléchissez. La péninsule de Tasman se trouve au bord du monde. Il n'y a presque rien ici à part la nature sauvage. Les prisonniers y arrivaient sur des navires et passaient de longues heures à effectuer un travail harassant. Il n'y avait ni climatisation ni lit douillet. Il n'y avait aucun espoir de s'échapper. Certains gardiens étaient extrêmement cruels. On mourait de faim. Les morsures de serpents venimeux étaient fréquentes. Et il n'y avait nulle part où s'échapper. La prison a fermé ses portes en 1877. Mais encore aujourd'hui, elle inspire l'horreur chez les touristes qui la visitent. Non seulement à cause de son aspect et de son histoire, mais aussi à cause des phénomènes étranges qui s'y déroulent. Selon certaines rumeurs et légendes, les esprits des prisonniers hantent le territoire de Port Arthur. Et le lundi matin, on peut entendre les cloches sonner dans la vieille église en ruine du lieu. Mais en réalité, il n'y a là plus aucune cloche depuis bien longtemps. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs et rien n'a jamais été confirmé, mais vous pourriez vous sentir très mal à l'aise dans cet endroit à cause de son passé sinistre et de son ambiance lugubre. Port Arthur est l'un des endroits les plus mystérieux de Tasmanie, mais il y a quelque chose de pire. Bienvenue à la Franklin House. C'est un grand domaine avec des jardins et un immense édifice. Il est possible qu'au moment même où vous franchirez son seuil, vous souhaitiez faire demi-tour. Il y a beaucoup d'antiquités ici, mais il y a aussi quelque chose de furtif et de sinistre dans l'air. Cette maison a été construite par un ancien détenu. 4 ans après avoir fini les travaux, celui-ci loua la maison à un enseignant qui la transforma en une académie pour garçons. On ne sait pas ce qui s'est alors passé entre les murs de ce bâtiment, mais aujourd'hui, selon les rumeurs, des phénomènes mystérieux s'y produisent. Des objets se déplacent d'eux-mêmes, des salles vides résonnent de bruits étranges, et on aperçoit parfois l'ombre de silhouettes humaines dans les couloirs. De plus, selon ce qu'affirme une entreprise à but non lucratif, qui étudie les phénomènes mystérieux, il y aurait un haut niveau d'activité électromagnétique dans cette maison. Qu'est-ce que cela signifie? La nature, le temps ou des fantômes? Choisissez vous-même ce que vous voulez croire. Bien, il y a 2 endroits effrayants en Tasmanie. Mais la raison pour laquelle les gens quittent cet endroit est différente. Nous nous en rapprochons de plus en plus. Hobart est la capitale de la Tasmanie, et il y a ici une ancienne prison où l'on organise encore aujourd'hui des visites guidées. Les touristes s'y rendent pour se donner des frissons, car ici, les peines les plus terribles furent purgées. On dit qu'il y flotte d'étranges odeurs, que des ombres vacillantes et une atmosphère effrayante rendant cet endroit terrifiant. Donc oui, si vous êtes un touriste à la recherche de sensations fortes, vous vivrez ici une expérience intéressante. Mais si vous êtes un habitant et que vous vivez dans le coin, tout ça pourrait peut-être vous déranger. Bien sûr, une vieille prison abandonnée n'est pas une raison suffisante pour repousser les gens loin de cette grande île pittoresque. Il y a une raison plus importante. Il y a une ville en Tasmanie appelée Richmond. D'après les légendes locales, George Grover y vivait autrefois. C'était un agent de sécurité qui avait pour tâche de maintenir l'ordre lors de la construction du pont de Richmond, qui fut construit par des condamnés. George Grover était un homme malveillant qui traitait les prisonniers avec cruauté. Un jour, les prisonniers décidèrent de se venger de lui et le poussèrent du pont. Depuis lors, des rumeurs circulent. L'esprit de George Grover errerait sous le pont avec son grand chien noir et blanc, qu'on appelle le chien de Grover. Les touristes et les habitants ont rapporté avoir vu ce méchant agent de sécurité la nuit. Il ne leur faisait aucun mal, mais il leur faisait très peur. De nombreux événements terribles liés à des prisonniers évadés ont également eu lieu sur l'île. Ainsi, à en juger par son histoire,
Il y a eu beaucoup de douleur et de misère en Tasmanie. Cela s'en ressent peut-être sur l'énergie globale de l'île. Mais est-ce la raison pour laquelle si peu de gens viennent s'y installer? Maintenant, nous allons enfin découvrir l'explication la plus terrifiante. Vous êtes prêts? Veuillez vous éloigner des écrans si vous avez le cœur sensible. Il n'y a presque pas de connexion Internet dans certaines parties de cette île. Bouh! Le signal est très faible et peu fiable, ce qui rend impossible le travail à distance et le visionnage, par exemple, de nos super vidéos. En outre, la Tasmanie est séparée de l'Australie par le détroit de Bass, ce qui crée des difficultés logistiques pour le commerce et les voyages. Aujourd'hui, en 2025, accepteriez-vous de vivre sur une immense île dotée d'une très mauvaise connexion Internet? Vous devrez également payer plus cher et attendre plus longtemps si vous commandez quoi que ce soit sur le continent. L'une des principales sources de revenus est le tourisme. De plus, le prix des locations est en hausse constante, notamment dans les villes principales. En raison des difficultés logistiques, les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité augmentent eux aussi. Un des plus grands problèmes, ce sont les listes d'attente dans les hôpitaux publics de Tasmanie. Les personnes ayant besoin de soins médicaux modernes doivent attendre longtemps pour une consultation. Sinon, elles doivent dépenser énormément d'argent pour se rendre sur le continent. La Tasmanie vieillit, de plus en plus de jeunes quittent les lieux. Aucune entreprise majeure n'a son siège social sur cette île. Il n'y a pas de grandes entreprises comme à Sydney et Melbourne, ce qui signifie qu'il y a peu d'opportunités de carrière. Les bas salaires et le chômage forcent les jeunes à déménager sur le continent. La baisse du niveau de vie crée de sérieux problèmes démographiques, ce qui est très mauvais. Moins il y a de gens, plus il est difficile de faire croître l'économie, de gérer l'agriculture et de donner à cette région la chance qu'elle mérite pourtant. Mais c'est également une bonne chose pour la nature. Environ 24% de la superficie de la Tasmanie est classée au patrimoine mondial. Ce territoire est l'un des derniers au monde à avoir des forêts tempérées humides. Il abrite également l'un des sites archéologiques les plus riches d'Australie. Des scientifiques ont trouvé des preuves que des gens vivaient ici il y a au moins 20 000 ans. Bien sûr, ces facteurs ne sont pas aussi effrayants que les histoires de maisons hantées, mais ils pourraient vous dissuader de déménager en Tasmanie. L'idée de vivre presque au bout du monde, entouré par les eaux infinies de l'océan, n'est pas très séduisante. Vous pourrez rencontrer des animaux uniques qui ne vivent nulle part ailleurs et voir des arbres incroyables. Par exemple, le centurion, qui est un eucalyptus, est l'un des arbres les plus hauts et les plus anciens du monde. Il fait environ 100 mètres de haut et il a près de 400 ans. La nature en Tasmanie est d'une beauté incroyable. La paix et le calme règnent en maître. En un sens, c'est un paradis. Mais soyons honnêtes, accepteriez-vous de vivre ici après tout ce que nous venons de mentionner? Espérons que les gens trouveront des moyens d'améliorer l'économie et la qualité de vie, afin que les jeunes cessent de déserter cette région. Regardez l'Australie depuis l'espace. Rien d'inhabituel, non? Mais concentrez-vous sur le territoire du Nord. Si on l'observe avec des capteurs magnétiques, on remarque... Waouh! Vous voyez ça? Une étrange forme inconnue qui reprend les contours de l'Australie. Elle lui ressemble presque, mais en plus petit. Comme une jumelle du continent, enfouie très profond. Alors, c'est quoi? Des lattes volcaniques? De l'or? Non, bien plus étrange. C'est une anomalie magnétique. Oui, c'est sûrement confus pour l'instant, mais voyons ce qui se passe en Australie. Il existe des appareils appelés magnétomètres. Ils mesurent les champs magnétiques et les géologues s'en servent pour explorer l'intérieur de la planète. Les signaux viennent de métaux et de minéraux enfouis très profonds. Ils remontent, puis les capteurs les détectent. Un jour, des avions équipés de magnétomètres ont survolé le nord de l'Australie. En traitant les données, ils ont repéré une anomalie aux limites géologiques nettes. Quelque chose, dans les profondeurs australiennes, envoyait des signaux magnétiques et suivait le contour du continent. Comme ces signaux viennent de roches profondes, les scientifiques pensent que des ressources précieuses, minéraux et métaux pourraient s'y cacher. Mais hors ressources possibles, que nous apprend-elle? Dans ces roches, il pourrait y avoir des matériaux volcaniques formés il y a plus d'1,5 milliard d'années, bien avant l'apparition des dinosaures. Toute cette masse pourrait éclairer l'histoire de notre planète et la formation du continent australien. D'accord, c'est fascinant, mais pourquoi appeler ces variations du champ magnétique une anomalie?
Pourquoi est-ce magnétique au juste? Et comment fonctionne ce magnétisme? Pour comprendre, il faut d'abord voir ce qu'est le champ magnétique terrestre. C'est l'une des choses les plus étonnantes et mystérieuses du monde. Le champ magnétique est invisible, et pourtant, sans lui, nous n'existerions pas. En simple, le champ magnétique terrestre est une couverture protectrice. Il nous protège du rayonnement cosmique, des particules solaires et du vent solaire. Sans ce champ, la Terre ressemblerait à Mars, un désert stérile où la vie aurait très probablement eu du mal à apparaître. Mais d'où vient-il? Il naît au plus profond de notre planète, là où le nickel et le fer en fusion créent des courants électriques. Avec la rotation de la Terre, ces courants produisent le champ magnétique qui nous protège. En plus, les minéraux et les métaux présents dans les roches peuvent aussi créer des champs magnétiques. Mais cette force, c'est quoi exactement? Prenez 2 aimants de frigo et poussez-les ensemble. Vous sentez la résistance? C'est leurs champs magnétiques qui interagissent. À certains endroits, ce champ peut être plus faible, ailleurs, plus fort. Cela signifie qu'en profondeur, des processus géologiques modifient le comportement normalement stable du champ magnétique. Ces zones, on les appelle des anomalies magnétiques. L'une d'elles se trouve sous le nord de l'Australie. Mais le champ magnétique n'est pas qu'une couverture. Grâce à lui, plein de choses arrivent. Par exemple, une boussole pointe au nord, parce que le pôle sud magnétique de la Terre l'attire. Ne confondez pas pôle géographique et magnétique. Le pôle nord géographique est au nord, près du pôle sud magnétique. Les humains ne sont pas les seuls à utiliser ce champ pour s'orienter. Les animaux aussi, sans instruments ni technologie. Certains animaux sentent le champ magnétique. Ce super pouvoir s'appelle la magnétoréception. Cette capacité les aide pendant leur migration. En clair, ils savent où sont le nord et le sud. Quand il fait froid, ils partent vers la chaleur. Chez certaines tortues, la magnétoréception aide à mémoriser les zones d'alimentation. Les pigeons aussi perçoivent le champ magnétique d'une façon unique. Bref, c'est un immense GPS naturel pour beaucoup de créatures terrestres. Peu le savent, mais nous avons aussi un deuxième champ magnétique. En 2018, des scientifiques ont montré que les marées océaniques créent une autre couche magnétique. Mais pourquoi ne l'avait-on pas vu avant? Notre champ principal, généré par le noyau terrestre, est très puissant. Son influence va jusque dans l'espace et se détecte facilement. Le champ créé par les marées est presque 20 000 fois plus faible. Comment influence-t-il le champ principal? Quelles sont ses propriétés? Les scientifiques continuent de l'étudier. Et le champ magnétique peut agir sur le cerveau. En 2017, des champs magnétiques ont activé à distance des cellules cérébrales de souris. Ces forces visaient les zones cérébrales qui contrôlent les mouvements. Ainsi, le scientifique pouvait faire courir le rongeur, l'immobiliser ou le faire tourner. Mais ce n'était pas juste pour s'amuser. Ces expériences peuvent aider l'humanité. Si un petit animal peut bouger ainsi, imaginez ce qu'on peut changer dans le cerveau. Améliorer l'état psychologique, par exemple. À terme, on pourrait passer aussitôt d'un état dépressif à une humeur joyeuse. Cette technologie pourrait traiter des maladies du cerveau et du système nerveux. Cette technologie peut sembler contrôler l'esprit, mais pas de panique. Ces champs traversent les tissus presque sans effet. Alors, comment ont-ils réussi à contrôler ces souris? Les scientifiques ont implanté de minuscules particules magnétiques dans leur cerveau. Sous un champ magnétique, elles chauffaient et activaient les neurones. Le grand spectacle commence quand le champ magnétique rencontre le vent solaire. Courant électrique et force magnétique. À ce moment-là, une vraie tempête cosmique éclate dans le ciel, visible en magnifiques aurores. Ces tempêtes ne sont pas seulement belles, elles peuvent aussi perturber satellites et appareils électroniques. Parfois, cela provoque de petits bugs dans votre GPS ou dans la connexion Internet de votre téléphone. Mais certaines tempêtes magnétiques ont été si énormes qu'elles ont eu des conséquences catastrophiques. L'une d'elles a eu lieu en 1859. On l'appelle l'événement de Carrington. Le 1er septembre 1859, un astronome amateur, Richard Carrington,
a observé un éclat blanc soudain et très brillant sur le Soleil. Cet éclat s'est révélé être une énorme éjection de plasma depuis la haute atmosphère solaire. Environ 17 heures plus tard, cette énergie a atteint notre planète comme une puissante tempête. Tous les télégraphes de l'époque sont tombés en panne. Les aurores boréales ont été visibles dans le nord, mais aussi sous les tropiques. Pour beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu d'aurore boréale, ce fut une vraie surprise. Que pouvaient-ils penser? La fin du monde? Des forces inconnues venues de l'espace? Beaucoup ont été stupéfaits, mais le vrai choc s'est produit dans les grandes villes. Les communications télégraphiques se sont arrêtées. Le monde a plongé dans un silence étrange. Les télégraphes lançaient des étincelles, parfois jusqu'à l'incendie. Plus moyen d'envoyer ou recevoir des messages vitaux. Heureusement, les conséquences n'ont pas été si graves. À l'époque, les technologies de communication débutaient à peine. Mais que se passerait-il si un tel événement survenait aujourd'hui? Des experts estiment qu'une tempête similaire aux États-Unis pourrait causer jusqu'à 2600 milliards de dollars de dégâts. Tout Internet s'arrêterait. Pendant un temps, nous perdrions l'accès aux messages, banques et GPS. Paiements sans contact, aéroports, gares et bien d'autres services s'arrêteraient. Nous serions coupés longtemps, non seulement d'Internet, mais aussi de l'électricité. La planète entière plongerait dans l'obscurité et le silence. Une crise économique et humanitaire mondiale commencerait. Difficile d'imaginer les dégâts pour l'IA. Mais ne vous inquiétez pas, ces tempêtes arrivent environ une fois tous les 500 ans, et les plus petites tous les 50 ans. Ce ne sont pas des prévisions exactes. Le comportement du Soleil reste très difficile à prévoir. Et puis, après un tel événement, nous ne resterions pas simplement sous le choc. Nous commencerions aussitôt à gérer les conséquences. L'impact sur la civilisation moderne serait important, mais nous nous relèverions sûrement assez vite. Il y a quelques années, en 2019, les habitants d'Australie discutaient avec enthousiasme d'une vieille idée. Utiliser l'excédent d'eau de crue du nord du pays pour aider les régions arides à l'ouest et au sud. Ce projet portait le nom de New Bradfield Scheme. Il avait vu le jour pour la première fois dans les années 1930. L'idée consistait à capter l'eau de crue du nord et à la déplacer vers le sud et l'ouest. Mais le plan initial n'a jamais véritablement vu le jour. Au fil des années, de nombreux experts ont affirmé qu'il ne fonctionnerait pas. Ils pensaient que c'était trop cher et trop compliqué à construire, même si cela pouvait potentiellement aider à résoudre les problèmes de sécheresse dans les régions arides du Queensland. L'idée originale était loin d'être neuve. C'est un ingénieur nommé John Bradfield qui y avait pensé. Il voulait pomper les eaux de crue des rivières du nord du Queensland afin de les acheminer vers l'intérieur, jusqu'au lac Eyre, l'un des endroits les plus arides d'Australie. Il avait prévu d'utiliser des barrages, des pompes, de très gros tuyaux et même des tunnels pour transporter toute cette eau au-delà de la Great Dividing Range, une chaîne de montagnes australiennes. Le plus grand barrage aurait porté le nom de Hell's Gate, et Bradfield le voulait 2 fois plus grand que ce qui était initialement prévu. De cette façon, les pompes et la gravité pourraient aider à déplacer l'eau au-delà de la Great Dividing Range. L'eau coulerait vers le sud et contribuerait à irriguer les terres agricoles près de lieux comme Ugenden. Elle modifierait le climat, ferait pleuvoir davantage et transformerait cette terre aride en ferme verdoyante. Finalement, elle atteindrait le lac Eyre et transformerait le désert en une région verte et fertile. Ainsi, l'Australie pourrait produire plus de nourriture, la vendre à d'autres pays et créer davantage d'emplois. Son espoir était que la région devienne ainsi le grand garde-manger du pays. Pendant un certain temps, les gens parlèrent trop beaucoup de son projet, l'idée leur plaisait. Ils pensèrent que cela pouvait changer le fonctionnement de l'agriculture. Et certains croyaient même que la nature avait déjà prévu que les terres puissent être remplies d'eau. Le lit des rivières et les lacs asséchés n'attendèrent qu'à être utilisés. Ils disaient même que les pluies tombèrent du mauvais côté des montagnes et que le plan de Bradfield serait une bonne solution. Mais lorsque les autorités se penchèrent sur cette idée, elles découvrirent de gros problèmes. Le principal était que tout cela allait coûter extrêmement cher. De plus, il n'y avait pas assez de scientifiques ou d'ingénieurs pour mener une enquête complète. Le terrain était trop sec et inhospitalier. Personne ne savait si cela fonctionnerait vraiment. Par exemple, quelle quantité d'eau pensait-on pouvoir acheminer? En outre, certaines des mesures de Bradfield étaient incorrectes, notamment la hauteur des barrages.
Ainsi, en 1947, le projet fut officiellement abandonné, car, disait-on, même si on parvenait à le mener à bien, cela n'en vaudrait pas la peine. Après tout, même des endroits situés à proximité de l'océan, par exemple certaines régions du Chili, restent toujours extrêmement secs. Donc un grand lac ne donnerait pas forcément plus de pluie. Et pourtant, en 2019, un parti politique a relancé l'idée, avec une version mise à jour, qu'on a baptisée le New Bradfield Scheme. Il voulait réessayer le projet, mais avec quelques modifications pour le rendre plus performant. Leur plan comprenait les étapes suivantes. Prendre de l'eau des rivières South Johnstone, Tully, Herbert et Burdekin. Stocker cette eau en utilisant un grand barrage du nom de Hell's Gate. Mais cette fois, ils voulaient que le barrage soit 2 fois plus haut que dans le plan d'origine. Laisser l'eau s'écouler au travers de tunnels, en utilisant la gravité au lieu d'utiliser des pompes, faire passer l'eau sous les montagnes et jusqu'à la rivière Warrego dans le sud du Queensland. Utiliser l'eau pour cultiver des récoltes dans des endroits secs au sud et à l'ouest de Hughenden. Une vaste zone, plus grande encore que la Tasmanie, et faire de cette région un immense garde-manger. Ils n'ont toutefois pas indiqué combien coûterait l'ensemble du projet, mais ils ont promis de dépenser 20 millions de dollars pour permettre à l'Agence scientifique nationale d'Australie de vérifier si tout ça pourrait fonctionner. Il s'agissait là de très bonnes idées, mais pendant plus de 80 ans, de nombreux experts n'ont cessé de dire que ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi ? En 1941, Bradfield a dit que son idée coûterait 40 millions de livres sterling. Aujourd'hui, cela représente environ 3,2 milliards de dollars. Et la nouvelle version du plan pourrait coûter plus de 15 milliards de dollars et prendre plus de 10 ans à réaliser. De plus, les personnes qui se soucient de la nature sont inquiètes. Selon elles, détourner l'eau de son parcours habituel nuirait aux animaux et aux plantes. Parmi les conséquences, le développement, dans des zones où elles sont encore absentes, d'espèces invasives. Cela pourrait en outre perturber les rivières et les océans où vivent les poissons et d'autres animaux. Cela pourrait même nuire aux villes et aux entreprises installées près des côtes et qui dépendent de ces cours d'eau naturels. Néanmoins, certains voulaient vraiment croire en l'idée et pensaient qu'elle valait la peine d'être mise en œuvre, surtout pour aider les agriculteurs et résoudre les problèmes de sécheresse. Cependant, en 2022, le gouvernement a décidé de cesser d'essayer de résoudre le problème de la sécheresse dans l'ouest du Queensland avec le Bradfield Scheme. Les experts ont examiné le plan de près et ont déclaré qu'il ne fonctionnerait tout simplement pas. Le problème ? L'afflux n'est pas assez constant et le projet n'est donc pas réaliste. Apparemment, le coût du nouveau plan aurait dépassé les 30 milliards de dollars, une somme énorme. Vous pourriez vous acheter une flotte de jets privés et de yachts de luxe avec cette menue monnaie. Ainsi, les experts disent donc qu'il faudrait énormément d'eau pour dépenser de telles sommes d'argent, mais il n'y en a tout simplement pas suffisamment. Au lieu d'un grand projet unique, d'autres personnes ont suggéré de réaliser de plus petits projets hydrauliques, plus proches des endroits où se trouve de la pluie et les cascades. Ces projets, qu'on a appelés les mini-réseaux Bradfield, se situeraient à 4 endroits différents le long de la côte du Queensland. L'idée, c'est que ces installations partagent chacun leur eau lorsque certains endroits viennent à en manquer. Des scientifiques ont examiné le plan et sont tombés d'accord. Même si tout se passait très bien, le Bradfield Scheme causerait toujours des problèmes et coûterait beaucoup trop cher, tandis que le projet des mini-réseaux d'eau semble plus plausible. Ils pensent que les zones sèches à l'ouest des montagnes s'en sortiront mieux ainsi, sans le projet Bradfield. Il existe des moyens plus simples et moins coûteux pour aider ces endroits à se développer et à obtenir de l'eau. Ainsi, le grand projet a été abandonné, et il se tourne maintenant vers des idées plus ingénieuses et plus modestes pour venir en aide aux agriculteurs. Et la question est assez urgente. L'Australie est un endroit extrêmement sec, l'un des lieux habités les plus secs au monde. En période de sécheresse, il n'y a pas beaucoup d'eau disponible. Cela signifie que les fermes ne produisent pas autant de nourriture, ce qui peut causer de nombreux problèmes. À l'avenir, les sécheresses sont susceptibles de se produire plus fréquemment et d'être plus sévères. C'est pourquoi il est nécessaire de commencer à se préparer dès maintenant. Des experts travaillent aujourd'hui sur un projet portant le nom de Drought Resilience Mission. Ils essaient de comprendre comment mieux gérer les sécheresses à l'avenir. L'un d'eux a calculé combien les sécheresses coûtent réellement à l'Australie. Et ces recherches indiquent à ce que les périodes sèches peuvent nuire à de nombreux secteurs. Les exploitations agricoles, les emplois, les villes, et même l'ensemble du pays. Quand il n'y a pas de pluie pendant une très longue période, certaines villes peuvent effectivement manquer d'eau. On appelle cela un jour zéro. Les arrivées d'eau des habitations sont tout simplement fermées, car il n'y a tout simplement plus d'eau. En 2020, une ville du Queensland, Stanthorpe, a atteint son jour zéro.
et 50 autres villes étaient sur le point d'en faire autant. Lorsqu'une telle situation se produit, la seule façon d'obtenir de l'eau est de l'acheminer par camion, et cela coûte extrêmement cher. Stanthorpe a dû recevoir environ 40 camions d'eau chaque jour pendant 1 an et demi. Cela leur a coûté environ 800 000 $ par mois. Au final, ils ont dépensé plus de 14 millions de dollars uniquement pour avoir de l'eau. Heureusement, il a recommencé à pleuvoir et les barrages se sont à nouveau remplis. Mais les autorités travaillent sur des moyens d'empêcher que ce genre de choses ne se reproduisent. Elles veulent que les villes soient toujours prêtes et ne manquent plus jamais d'eau à l'avenir. Parce que la sécheresse ne perturbe pas seulement l'approvisionnement en eau, elle peut aussi nuire à la santé des gens. Quand tout s'assèche, les plantes disparaissent et le sol se dessert. Ensuite, le vent soulève la poussière en d'immenses tempêtes. Ces nuages de poussière peuvent voyager très loin, même jusqu'à des grandes villes comme Sydney. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. L'air était si mauvais que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires couraient de graves dangers. La poussière a détruit des récoltes et même modifié certains aliments, les rendant dangereux pour la santé.